Merci à tous de nous avoir rejoints ici dans cet auditorium. Vous le savez, nous commençons notre deuxième partie de journée avec de nouveau un programme riche qui nous attend cet après-midi, puisque nous allons parler de responsabilité sociale des entreprises et des organisations. Vous le savez, nous sommes à un tournant à bien des égards, qu'il soit social, sociétal ou environnemental. On en a d'ores et déjà parlé longuement ce matin. Or, nous avons pour habitude en France de regarder comment l'État-providence peut répondre aux défis qui se posent à nous. Force est de constater qu'aujourd'hui, il y a des organisations qui ont depuis longtemps déjà remplacé l'État quand il n'est parfois pas toujours en capacité d'agir. C'est le cas de certaines structures que nous connaissons bien ici sur notre territoire. Aujourd'hui, par exemple, le groupe SOS est une référence dans l'entrepreneuriat social, pas seulement chez nous, mais aussi en Europe. Sa mission initiale, celle de 1984, n'a pas vraiment changé. C'est toujours combattre les inégalités. En revanche, vous allez voir que son périmètre s'est élargi et son aura également. Où en est la responsabilité sociétale des organisations et comment sont-elles moteurs dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'emploi inclusif? Qui mieux pour en parler que Jean-Marc Borrello, qui est à nos côtés, le président du directoire du groupe SOS. Jean-Marc, bonjour. On est ravis de vous avoir à nos côtés. Bonjour, merci de l'invitation. Merci, Monsieur le Président. On aurait pu faire en sorte qu'il fasse meilleur, mais... Bon, ceci mis à part, tout va bien avec Madame la représentante du président de la région, Mesdames et Messieurs les élus, si je n'ai pas repéré. Alors, je ne suis pas sûr que vous sachiez exactement ce qu'est le groupe SOS, malgré l'aimable présentation de notre ami, mais c'est un machin qui est né en 84, ce qui ne me rajeunit pas. Première structure d'hébergement sur la Corniche, à Marseille, puisque c'était le premier centre de post-cure pour mineurs toxicomanes. Il existe toujours 30 et quelques années après. Et puis effectivement, la maison a grandi avec, je vais résumer et passer rapidement sur les 38 dernières années, sinon vous allez très vite vous assoupir. C'est une organisation du point de vue économique qui est un peu originale puisqu'elle est organisée autour d'un modèle associatif. Même s'il y a 150 sociétés commerciales que nous développons, elles sont toutes détenues à 100% par des associations. Et pour aller vite, la holding est associative. Alors là, le groupe SOS a un peu grandi puisque nous sommes aujourd'hui 24 000 salariés. En France, quelques centaines à l'international. Et nous avons, pour essayer de rationaliser ça, 8 secteurs d'intervention différentes. La santé, on gère des hôpitaux, dont un dans les Alpes, ici, la clinique de la Source. Nous avons des maisons de retraite, c'est pas très original, mais dans quelques-unes dans les Alpes-Maritimes. Nous avons des dispositifs de protection de l'enfance très divers. Protection sociale, protection judiciaire, donc depuis les maisons d'enfants à caractère social jusqu'aux centres éducatifs dits fermés, qui en réalité ne sont pas fermés, mais dans lesquels les mômes sont envoyés par le ministère de la Justice. Nous avons un dispositif de transition écologique qui est très présent aussi dans la région, puisque nous avons à la fois du côté du Var et des Alpes-Maritimes les brigades nature qui développent des projets autour de l'entretien des espaces verts. Un très beau parc naturel en Camargue qui s'appelle les Marais du Viguera, donc 1500 hectares qui permettent de préserver les espèces d'oiseaux. Nous avons une vieille association de solidarité internationale qui est née à Marseille, qui s'appelle Santé Sud, et qui intervient aujourd'hui dans une vingtaine de pays pour former des médecins, des infirmières et du personnel médical dans des pays où la formation est largement insuffisante. Nous avons dans les secteurs culturels un monument qui n'est pas très loin, qui est le Fort Saint-Nicolas, où se développe aujourd'hui, après convention avec la ville de Marseille, qui le met à disposition depuis 20 ans et pour les 40 ans qui viennent, la restauration du Fort Saint-Nicolas qui est quasi achevée, et deux, un projet culturel qui va naître à partir de l'année prochaine, qui s'appelle La Citadelle, où il y aura à la fois des résidences d'artistes,
des lieux de pépinières pour entreprises culturelles, avec 2 programmes qui viennent de commencer spécifiques pour les femmes. Un programme pour l'entrepreneuriat culturel des femmes, ce qui doit s'appeler Elles Ensemble, et un programme pour l'entrepreneuriat impact, pareil, avec 25 jeunes et moins jeunes femmes qui démarrent leur dispositif d'entrepreneuriat à 300 mètres d'ici et qui vont être installés ici. Alors évidemment, nous participons au grand plan pour Marseille qui a été annoncé par le président de la République, et nous aurons bientôt un bus qui parcourra les quartiers. On attend le bus, hein, c'est la participation de la mairie. Si par hasard il y a un représentant de l'hôtel de ville, si vous pouvez donner un coup d'accélérateur sur la peinture du bus, là, parce qu'on a les équipes qui piaffent d'impatience et on attend que le bus soit repeint. On attend toujours le bus en général. Voilà. Hein. Donc on attend le bus, mais ça fait un petit moment qu'on l'attend. Donc message, si vous croisez Benoît Paillard dans l'après-midi, vous pouvez lui dire que s'il peut activer la peinture du bus, ça nous arrange. Vous avez peut-être aperçu dans le Vieux-Port un très beau 3-mâts qui s'appelle le Wranken, qui était là il y a quelques mois, qui est un 3-mâts de 50 mètres, qui est le flagship d'une association qui récupère les plastiques dans les océans et en Méditerranée, avec des dizaines de milliers de bénévoles qui organisent le ramassage des plastiques, le traitement, etc. Donc un poème à la Prévert, et puis j'ai certainement oublié un truc ou deux, mais rien de majeur. Donc voilà. On va y revenir, Absolument. Y revenir. En seulement 38 en seulement ans. 38 ans. 38 ans. Alors on va passer la parole à Jean-Philippe Courtois qui est juste à côté de vous. Regardez, on a un micro chacun. Voilà. Profitons-en. C'est un peu pareil. Je vais avoir du mal à résumer votre action. J'ai envie de dire que vous êtes un serial entrepreneur. Jean-Philippe, je peux dire ça? Non, je pense pas. Non. Parce que vous êtes modeste. Vous êtes modeste. Vous êtes quand même un homme avec un parcours très riche également. Alors j'ai envie de dire que vous êtes un faiseur peut-être. Est-ce que ça vous plaît davantage? J'aime mieux déjà. Bon. Oui. Et vous avez rajouté une nouvelle corde à votre arc avec Live for Good. Et on va en parler de manière un peu plus longue dans un instant. Ouais. Cette association de 1901 a imaginé des programmes sur mesure pour accompagner des jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Racontez-moi comment vous vous êtes épris de ce sujet. Oui, alors, comme beaucoup d'entre nous, j'ai plusieurs vies. C'est peut-être pour ça que vous m'avez qualifié de serial quelque chose. J'ai une vie d'entreprise, je travaille dans une grande entreprise de technologie au quotidien que j'aime beaucoup. Et j'ai rencontré dans cette vie et dans ma vie sociale et personnelle des personnes qui m'ont inspiré tout au long de ma vie, déjà depuis 15-20 ans. Donc ça n'a pas attendu la création de Live for Good. J'ai eu l'occasion d'être aux côtés de Jacques Attali au conseil d'administration de Positive Planet pendant 15 ans et de comprendre un petit peu les tenants et aboutissants de la microfinance et puis d'autres activités. J'ai rencontré aux quatre coins du monde, parce que j'ai eu la chance de voyager dans, je crois, plus de 110 pays, j'ai compté à un moment donné, puis j'ai arrêté, des entrepreneurs, ce qu'on appelait les entrepreneurs sociaux. Et j'ai été assez fasciné de rencontrer des personnes qui étaient en train de changer le monde en Asie, en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Et puis il y a 7 ans, pour plonger en raccourci, j'ai cofondé avec ma famille Live for Good. Et Live for Good, en fait, a pour mission de révéler le potentiel de jeunes venus de tous horizons par l'entrepreneuriat social et d'accélérer l'innovation positive au cœur d'une communauté engagée. Alors je sais que ça fait beaucoup de mots, mais en gros, qu'est-ce qu'on fait? On a créé un programme qui s'appelle le programme Entrepreneur for Good, qui va accompagner des cohortes de 50 jeunes entrepreneurs venus de tous les horizons, entre 18 et 30 ans. Ça, on a un critère d'âge qui est important. Et on a créé à la fois un contenu pour développer ce qu'on appelle les pouvoirs qu'ils ont en eux, les pouvoirs positifs de leaders. Et surtout, on les aide à transformer une très belle idée qui va toucher les défis de l'inclusion, du réchauffement climatique, de l'upcycling. Enfin, les sujets sont extrêmement variés en une véritable entreprise sociale au bout de 9 mois. Et ça se fait au travers de tout un programme, avec un contenu, avec des campus, 3 semaines dans l'année. Voilà, ils sont en tant que communauté tous ensemble, on les fait bosser. Des ateliers multiples, variés, digitaux aussi.
une plateforme technologique qu'on a créée pour suivre l'accompagnement, et puis surtout une relation de coaching très forte. On a d'ailleurs des coachs dans la salle que je salue, j'en ai croisé un ou deux tout à l'heure, en plus de nos entrepreneurs, et qui les accompagnent tout au long de l'année. Voilà. Et donc c'est plus de 300 jeunes qu'on a accompagnés, dont maintenant 35 dans la région. On a lancé dans la région PACA, avec un partenariat avec Schema du côté de Sophia Antipolis, une première promotion, et on est en plein appel à projet pour la seconde promotion qui va se clôturer, cet appel à projet, ici 15 jours, 3 semaines. Donc n'hésitez pas dans la salle s'il y a des candidats à candidater. On voit que vous êtes tous les deux sur des sujets très divers, hein, finalement, que ce soit le groupe SOS ou que ce soit avec votre programme. Aujourd'hui, on est un peu touche à tout quand on met un pied dans l'entrepreneuriat social. Quand on est dans cette grande famille, on est obligé d'aller finalement ausculter différents terrains. C'est ça qui fait le trait d'union peut-être entre ce que vous faites, Jean-Philippe, et ce que vous faites, Jean-Marc. Je dirais juste un petit mot pour recéder la parole à Jean-Marc. Pour la petite histoire, quand j'ai co-créé Live4Good, Jean-Marc est l'une des quelques personnes que je suis allé voir, parce que j'avais évidemment entendu parler du groupe SOS, pour comprendre comment fonctionnait cette économie dite sociale et solidaire, qu'est-ce qui se cache derrière ça. J'étais assez intéressé à comprendre des modèles économiques hybrides très différents de modèles de grandes entreprises comme la mienne que je connais, les grandes entreprises commerciales traditionnelles. Et j'avoue que Jean-Marc, non seulement m'a très bien reçu, mais il nous a même accompagnés dans le premier jury du prix Gabriel, qui est un prix important chaque année où on récompense 8 lauréats jusqu'à 120 000 euros de dotation. Et il était évidemment à nos côtés, président du jury, pour donner un encouragement. Donc, quelque part, Jean-Marc, c'est pas innocent qu'il soit à côté, il y a une inspiration et il va pouvoir parler de la grande diversité qu'il a connue déjà depuis des dizaines d'années. Jean-Marc Borrello, effectivement, il y a des passerelles entre ce que vous faites tous les deux hein, aujourd'hui. Alors, on parlait du prix Gabriel, il y a aussi Entrepreneur for Good, Génération Impact. Voilà. Il y a finalement un puzzle comme ça qu'on peut reconstituer et qui fabrique la grande famille de l'ESS. Il y a même des passerelles entre nous dans les entreprises que nous dirigeons l'un et l'autre, la grande entreprise technologique dont tu parlais à l'instant. Moi, je n'ai jamais imaginé qu'il y ait deux économies différentes. Une économie sociale et solidaire, et puis une autre qui serait prédatrice et capitaliste, au corps spongieux, gorgé du sang des travailleurs, disait Marx. Je pense qu'il y a deux économies qui doivent travailler ensemble pour faire une économie. Et d'ailleurs, sans vouloir donner l'impression que nous avions raison avant les autres, il me semble qu'aujourd'hui, l'impact social, l'impact environnemental et l'impact économique n'est pas qu'un sujet de l'économie sociale. C'est un sujet que, pour ma part, je traite en permanence avec les 3/4 des patrons du CAC 40 ou du SBF 120, qui tous ont le souci de mesurer leur impact économique, social, environnemental. Donc il y a une économie. Prise de conscience aussi, à un moment donné de... Je crois que les choses se font d'abord en période de crise, on avance plus vite. Quand on est entrepreneur, la crise est une opportunité. Alors même si c'est une opportunité complexe pour nous... c'est comme ça qu'on le traduit effectivement en Asie. Oui, mais on a, même après avoir traversé le Covid dans nos hôpitaux et nos EHPAD, ce qui récemment n'était pas une période extrêmement simple, même en traversant les difficultés économiques de toutes les entreprises, puisque le groupe SOS est une entreprise dont la particularité est liée au fait de ne pas avoir d'actionnaires et donc pas de dividendes à verser, ce qui fait de moi un patron plus facile, avec un métier plus facile que les autres. Mais ça veut dire aussi que nous mesurons depuis 35 ans notre impact et l'ensemble de l'économie doit mesurer son impact. Et moi, je suis très heureux d'avoir successivement participé d'abord à la loi sur l'économie sociale et solidaire, j'allais dire à côté de Benoît Hamon. On était plutôt en face parce qu'on s'est beaucoup engueulé, d'autant plus que je disais à l'époque, ce qui m'a fait détester par toute l'économie sociale de France, que les statuts ne faisaient pas la vertu et que je ne croyais pas que associations, coopératives, mutuelles et fondations étaient par nature plus vertueuses que des sociétés commerciales. Et j'ai même contrôlé, quand j'étais fonctionnaire, des associations de malfaiteurs. J'ai croisé quelques coopératives d'imbéciles et quelques mutuelles qui coûtaient plus cher que des assurances privées. Et donc, la preuve était pour moi faite que les statuts seuls ne font pas la vertu
Et il y a des tas d'entreprises dans ce pays, sous forme commerciale, voire même des grands groupes, qui ont un impact, qui le mesurent socialement et du point de vue de leur impact écologique. Donc, encore une fois, faire avancer ce mouvement qui est devenu le mouvement des entrepreneurs sociaux quand on l'a créé, et que je l'ai présidé il y a quelques années à sa création. Et puis on a avancé, si j'ose dire, de l'autre côté de la frontière avec Olivia Grégoire il y a quelques années, avec la loi Pacte, où on a fait le chemin inverse, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'on a permis à des grandes entreprises commerciales de se donner une mission, d'inscrire dans ses statuts qu'elle devenait une entreprise à mission. Mais pour moi, tout ça participe au fait qu'une entreprise, c'est un impact économique, un impact social, un impact environnemental. Ce n'est pas un sujet de statut. Et nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres, quelle que soit notre origine statutaire. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites. J'ai parlé tout à l'heure de l'État-providence. Ce n'était pas un hasard, parce qu'on a tendance à attendre toujours, ou en tout cas on avait tendance jusqu'à présent à attendre que les choses nous tombent de là-haut, de l'État. On s'aperçoit aujourd'hui, et peut-être en ce moment plus que jamais, que finalement les solutions, elles étaient parfois sous notre nez, dans le tissu associatif, dans le tissu entrepreneurial. On avait déjà les clés, il suffit de regarder. Alors, moi, je considère que les pouvoirs publics, qu'ils soient l'État, les régions, les départements et les communes, sont le troisième partenaire de notre histoire. S'il n'y avait pas eu les pouvoirs publics, ce pays serait un champ de ruines. Mais après, ne pas tout attendre des pouvoirs publics. Après les 3 ans qu'on vient de passer, soyons clairs, s'il n'y avait pas eu le quoi qu'il en coûte, s'il n'y avait pas aujourd'hui le bouclier les tarifaires sur l'énergie, ce pays serait un champ de ruines, pour ramener un peu les choses là où elles doivent être placées. Il n'empêche que c'est un partenaire parmi d'autres. Et comme j'ai eu le privilège d'être fonctionnaire pendant quelques années, je sais aussi que l'État ne fait pas tout bien. Et en particulier, la gestion d'établissements ou de projets, c'est plus un sujet d'entrepreneur que de pouvoir public. L'État, il a la légitimité démocratique, comme les régions, les départements et les communes, et il peut donner le cap, choisir une politique qu'en général, il a promue avant d'être élu, mais il a besoin des partenaires. Et pour gérer aujourd'hui les 10 000 personnes que nous hébergeons tous les soirs à SOS, qu'ils soient SDF ou demandeurs d'asile, il faut que l'État accompagne, sinon ça ne se passerait pas. Nous avons une mission, évidemment, d'intervention auprès des pouvoirs publics. Et moi, je suis très heureux en ce moment quand j'entends le ministre du Travail dire qu'enfin, on va pouvoir permettre à des réfugiés d'obtenir la capacité de travailler. Et on sait tous, nous, chefs d'entreprise, il y a 400 000 emplois disponibles dans ce pays qui ne sont pas pourvus par les réseaux traditionnels. Et on a des demandeurs d'asile dont on sait qu'ils auront le statut de réfugiés parce qu'ils arrivent d'Afghanistan ou d'ailleurs, et évidemment de tous les pays en difficulté, qui ont envie de bosser. Il faut leur permettre, et je crois que c'est le sens de la démarche qui va être engagée dans la loi immigration entre Gérald Darmanin et Olivier Dussopt. Demain, ils pourront bosser si les entreprises veulent les recruter. Donc je crois qu'on n'est pas là pour... Aucun d'entre nous, ni État, ni entrepreneur, ni entreprise privée classique, n'a la solution. Donc il faut pouvoir travailler avec les élus, et de plus en plus de collectivités territoriales disposent d'élus pour accompagner l'économie sociale, si je le vois en face de moi. Et donc, il n'y a pas ni de compétition, ni de guerre entre les trois. Si on veut réussir ce qu'on veut faire, il faut y aller. En revanche, l'innovation, l'invention, la prise de risque d'un entrepreneur qui, à un moment donné, imagine qu'il y a un truc, et il a effectivement la capacité de le faire. Pour, encore une fois, avoir été fonctionnaire, même si vous avez une idée quand vous êtes fonctionnaire correctement placé, le faire, c'est pas aussi simple que ça. Dans une entreprise, on le fait. C'est ça la grande différence. On a pris conscience que on avait des solutions, on pouvait aller interpeller le monde entrepreneurial, lui demander de faire avancer les choses quand on parle justement de responsabilité sociale.
Moi, je suis convaincu, pour reprendre ce que disait Jean-Marc, effectivement, je suis optimiste de nature, malgré toutes les atrocités qui se passent dans le monde, près de nous, qu'il y a quelques grands changements systémiques qui œuvrent ensemble en ce moment et qui rejoignent les différentes parties prenantes dont parlait Jean-Marc, le domaine de la philanthropie, de l'associatif, le domaine de l'entreprise et le domaine de l'État, en fait. D'abord, c'est les personnes qui cherchent tous, j'enfonce une porte ouverte, du sens dans leur job. Et ce n'est pas que les jeunes. Moi, j'en rencontre qui ont rejoint l'E4Good des personnes 35, 40, 55 ans qui viennent de grandes boîtes et qui ont envie de se donner une vie plus inspirante ou qui rejoignent des projets à impact positif. C'est le phénomène de la Great Resignation dont on parle beaucoup. Il y a la deuxième raison pour laquelle les gens quittaient les boîtes, c'est à cause de ça, manque d'alignement de valeurs avec les boîtes pour lesquelles elles travaillent. Le deuxième, c'est que vous avez effectivement une manne publique énorme, et on est content lorsqu'elle nous protège, en France, en Europe, aux États-Unis, sur créer un environnement plus durable, créer une industrie qui soit plus vertueuse au plan écologique, pour créer aussi un environnement de protection sociale. Mais souvent, cet argent-là public, il faut le dire, en tant que citoyen, je me permets de le dire, n'est pas toujours bien utilisé dans le dernier kilomètre. Les Américains diraient le last mile. Et c'est là où je pense que les acteurs de cette économie hybride, qui ont un métier, qui ont un savoir-faire au cœur de ces problèmes, et des entrepreneurs à impact positif, il y en a dans la salle, on va les écouter en quelques minutes, peuvent aider à résoudre ces problèmes de manière entrepreneuriale. Et puis la troisième force, sur le côté entreprise, il faut le dire, les entreprises au sens large, grandes ou petites, c'est 60% de la richesse mondiale de la planète. Le PNB de la planète, 60%, c'est les entreprises. C'est le premier acteur. Donc quand on dit qu'il y a des problèmes à régler dans le monde, il doit être partagé, cette résolution de problèmes. Et aujourd'hui, moi, ce que je vois au sein de grandes entreprises dans lesquelles à la fois je travaille et je suis dans le conseil de quelques grandes boîtes, c'est qu'on passe d'une ère de la philanthropie et de la RSE à l'ESG. Et sans vous abreuver de grands noms et de grands mots, l'ESG, je le vois au sein de conseils d'administration de grandes entreprises, c'est un vrai sujet de board d'entreprise dans lequel on doit remettre en cause des modèles de production, des modèles de supply chain, des modèles de sourcing, des modèles d'inclusion ou pas, des modèles d'impact évidemment de son fameux scope 1, 2 et 3 et comment on le mesure et qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre comme solution. Et tout ça, ça suppose de l'entrepreneuriat, un état d'esprit entrepreneurial. Et c'est pour ça qu'on a créé l'E4Good, parce qu'on pense qu'il est temps de donner un encouragement et plus une rampe de lancement à toute une génération qui veut créer cet impact positif et contribuer à régler, aider à régler un certain nombre de ces problèmes. Alors, vous l'avez dit, on va les accueillir dans un instant. Petite question, combien de jobs créés depuis que vous avez lancé les différents programmes, que ce soit Génération Impact. Alors, on a mené une dernière étude d'impact, parce que j'y tiens beaucoup, comme Jean-Marc, je pense que... Et là, il y a pas mal d'échanges, d'apprentissage avec les grandes entreprises aussi. On essaie de mesurer notre impact direct et indirect. Ça, c'est ce qu'on appelle un impact indirect, c'est-à-dire que nous, on a aidé 300 jeunes en France, et sur tous ceux sur lesquels on a fait une étude très détaillée, ils ont créé 600 jobs. 600 jobs, l'association a 6 ans d'existence. La plupart de ces entreprises ont été créées à 2-3 ans. On est déjà assez fiers parce que ça a créé 600 opportunités d'emploi et puis surtout avec des personnes incroyablement diverses que représentent ces entreprises sociales au carrefour de tout ce qu'on disait tout à l'heure. Ça touche la santé, ça touche l'inclusion, ça touche le sanitaire, ça touche l'éducation, ça touche la tech for good, ça touche tout ça. Et il y a un autre impact indirect qu'on ne sait pas encore bien mesurer, mais on va s'y attacher avec un peu de technologie. C'est les millions de tonnes de CO2 qui vont être éliminées. C'est l'empreinte ou le recyclage plastique de tonnes de plastique que font déjà certains entrepreneurs. C'est les tonnes de déchets dans la Méditerranée. On a tout à l'heure Céline qui va nous parler de ça, pour au-delà du grand galion qu'on a là, qui récupère plein de choses pour que les calanques soient clean et claires, etc. Et ça, c'est les impacts indirects qui sont incroyablement importants, mis bout à bout, et qui peuvent stimuler de grandes entreprises aussi à faire plus. Alors, on les accueille? Vous êtes d'accord? Allez, on est prêts, on les accueille. On va demander à... Vous pouvez rester avec nous, Jean-Marc. Si vous... Mais vous pouvez aussi nous quitter. Merci. Merci. On vous libère. Alors, sans transition, du coup, je vais demander à Théophile Galliardo de bien vouloir nous rejoindre. On commence par Marseille, évidemment. Oui, Théophile qui est à la tête d'Aquapousse. Il va nous en dire plus. Et je vais demander aussi à Mathieu de Nice, Mathieu Andriès, pour la Cité rêveuse, de bien vouloir nous rejoindre également.
Ils sont 7 aujourd'hui à venir nous présenter leur projet, leur mission. Ils sont 6. Bon, d'accord. Eh bien, ils seront 6. Ils seront 6. Les micros fonctionnent. Ne vous en faites pas, tout marche. Normalement, tout fonctionne. Alors, on commence par Marseille, hein, Théophile. Aquapousse, qu'est-ce que c'est? C'est un kit de sensibilisation à l'aquaponie pour les écoles et pour les familles. C'est-à-dire? C'est ça. Nous, chez Aquapousse, on est parti d'un constat assez simple. On parlait d'impact tout à l'heure. En France, c'est 60 000 hectares de terre bétonnée chaque année. Donc ça représente toutes les 7 minutes l'équivalent d'un terrain de foot qui est bétonné. Donc nous, l'idée, en fait, c'est de lutter contre ça et de faire regagner du terrain à la nature qui en perd tous les jours, que ce soit physiquement, mais aussi dans nos esprits, dans nos têtes. Donc nous, on a monté tout simplement une entreprise qui s'appelle Aquapousse et on commercialise des aquariums potagers. Donc ces aquariums potagers se basent sur une technique de culture qui s'appelle l'aquaponie. C'est une technique qui vient d'Amérique du Sud, hein. On n'a pas réinventé la roue, c'est une technique ancestrale qui est très peu connue en Europe et qui vous permet d'économiser 80% d'eau et qui vous permet surtout de réinstaller la nature dans des endroits où elle n'a plus sa place, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui vous a conduit à développer ce projet-là? Pourquoi cette idée-là et pas une autre? Cette notion d'impact dont on parle, comment est-ce qu'elle est venue à vous? C'était une évidence? Il y avait quelque chose de particulier qui vous a donné envie de vous préoccuper de ce sujet? Mais comme on disait tout à l'heure, comme vous disiez tout à l'heure, vraiment la vraie première chose, c'est d'avoir un impact positif. Moi, je suis commercial à la base, hein. Donc rien à voir avec l'entrepreneuriat social. Et j'avais vraiment l'impression de perdre du sens, comme beaucoup de jeunes, hein, et toutes les nouvelles générations. Donc du coup, j'ai fait le choix de partir en Amérique du Sud pendant 1 an pour faire le point un petit peu sur la situation et savoir comment je pouvais agir de manière positive au quotidien. Et en revenant, j'ai ramené dans mes bagages l'aquaponie. Le Parlement européen en fait quand même une des 10 technologies d'avenir sur cette prochaine décennie. Donc là, j'ai vraiment identifié quelque chose de plutôt intéressant à ramener, surtout qu'en Europe, vraiment, vous demandez à beaucoup de monde autour de vous, il y a très peu de gens qui vont vous parler d'aquaponie, tout simplement. Et alors, la connexion avec Live for Good, elle se fait comment? Jean-Philippe. Explique, hein, c'est lui qui va expliquer comment il les a trouvés. Alors, c'est plus simple. Tout simplement. Alors, il y a beaucoup de programmes d'incubation, d'accélération un peu partout en France. Et moi, je cherchais vraiment une structure qui allait être en phase avec tout simplement mes valeurs. Et puis surtout, vraiment composée d'entrepreneurs à impact qui comprennent mes problématiques au quotidien. Évidemment, il y a une logique économique derrière, hein. Moi, le but, c'est que mon entreprise, à terme, crée des emplois sur le territoire marseillais, qui a un vrai ancrage territorial et qu'elle soit évidemment rentable, hein, parce que c'est l'objectif premier d'une entreprise, mais jamais lâcher cette partie valeur et cette partie impact social également et environnemental. Et avec Live for Good, j'ai vraiment trouvé une structure qui répondait à ces problématiques-là. Jean-Philippe, qu'est-ce qui fait que ce projet-là va vous séduire, celui-là plutôt qu'un autre? Non, c'est une bonne question. Comment est-ce qu'on les sélectionne finalement? Oui, complètement. Parce qu'on est exactement actuellement dans une période d'appel à projet. Hein. Ce qu'il a connu l'an dernier, ça se renouvelle cette année. Ce que je disais, il reste 3 semaines. En fait, on reçoit des questions, un formulaire qui est sur le web, hein, qui est digital. Et on pose des questions à la fois sur le projet, mais surtout sur l'entrepreneur aussi, eux. Vous avez des filles tout à l'heure aussi qui vont nous rejoindre. Oui, elles sont là. Et nous, ce qui nous importe dans la sélection, hein, pour revenir à la question, c'est quelle est la connexion profonde entre le pourquoi de ce projet et le pourquoi qu'il a lui. Lui, il a très bien expliqué pourquoi. À un moment donné, il s'est posé des vraies questions. Il a décidé de ne pas en rester à se poser des questions ou parler, mais de faire. On parlait tout à l'heure d'être faiseur. C'est un vrai entrepreneur. Et donc, nous, c'est ce qu'on recherche. C'est-à-dire, quand on regarde des projets, et après, on a des euros, on les reçoit, hein, on a des échanges avec eux, évidemment, parce qu'il faut qu'on parle. Et on a, pour être très honnête, beaucoup de projets qui vont changer 10 fois à l'occasion des 9 mois de l'accompagnement. Mais c'est normal, mais parce que l'entrepreneur est en train lui-même de créer le chemin de sa mission et de la réaliser en trouvant, en établissant les fondamentaux d'une start-up à impact. On a créé un modèle
on va passer partout, toutes les bases de la mission, du MVP produit, du premier produit-service qui va être testé, du premier client, la première négociation commerciale, des premiers euros à les collecter quelque part. Donc c'est très work in progress en fait. Ah oui, ils pourront en parler tous, et étape par étape. Voilà. Alors justement, ce chemin, Mathieu Andriès, vous l'avez fait comment pour arriver à ce projet de la Cité rêveuse à Nice, c'est bien ça. C'est une entreprise d'ingénierie de l'espace public qui est basée sur la participation citoyenne. Tout à fait. Alors moi, je me suis lancé dans ce projet avec d'autres associés à Nice en sortie d'études. En fait, on est designer de formation et on a travaillé en fait durant notre dernière année, pendant le Covid, pendant les différents confinements, sur justement cette notion de vivre ensemble au sein de la ville. Et on est très vite arrivé à comment en fait nos espaces urbains et nos espaces partagés étaient conçus. Et on est arrivé très vite à un constat où il y avait une manque de participation citoyenne en fait dans cette conception d'espace. Et en tant que designer, on a été assez frappé en fait par ce manque de communication entre l'usager d'un espace public, un citoyen, et la conception de cet espace public par les décideurs ou les politiques de la ville. Et nous, on s'est demandé comment en fait on pourrait recréer cette discussion au sein de ces processus de conception urbains, et comment on arrive à recréer la circularité en fait dans ces processus qui sont très souvent et beaucoup trop souvent pyramidales. Et on est arrivé avec ce constat assez simple, en fait, où on était aussi dans un moment où on avait besoin de retrouver du vivre ensemble dans les espaces publics, recréer de la conversation, recréer de la convivialité. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans cette aventure d'entrepreneuriat, à la base qui est un projet d'études qui s'est transformé en fait à la suite du coup dans la création d'entreprises. Et c'est là qu'on est rentré dans l'incubateur Live for Good, dans lequel on a pu développer ce projet. Et les lignes ont beaucoup bougé justement entre le début et ce qu'il est aujourd'hui. Un petit peu, oui. Au début, en fait, nous, on sortait d'études, on a très peu, voire peu d'expérience professionnelle à nous trois. Et en fait, à Live for Good, ça a vachement aidé en fait, à développer notre business model et surtout notre offre. Qu'est-ce qu'on va proposer concrètement en fait, aux entreprises et aux politiques publiques? Parce que le gros problème qu'on avait au début, c'est qu'on avait beaucoup d'intentions, beaucoup d'envie, beaucoup de motivation, mais on n'arrivait pas à transformer cette motivation en offre. Et en fait, avec Live for Good, là, on a beaucoup travaillé c'est ce positionnement et cette offre concrète qu'on va proposer à nos partenaires, dans lequel aujourd'hui on arrive à être assez clair dans notre prospection, dans notre relation avec nos différents partenaires. Et ça, c'est quelque chose qui nous a énormément aidé, qui a énormément bougé en fait au cours de cette dernière année. Et ça y est, ça a commencé à porter ses fruits? Un petit peu. Aujourd'hui, on a surtout en fait, c'est vachement rapproché d'associations qui en fait, on a beaucoup plus de facilité à discuter avec eux. On travaille aussi par là avec des entreprises qui, eux, sont en relation avec le service public et on commence à essayer de discuter justement avec le service public. Si on a dans la salle, on est preneur d'échanges après, mais on a plus de mal en fait à discuter avec ces personnes-là, du manque de notre expérience, de la maturité aussi du projet qui est différente. Mais petit à petit, on arrive à rencontrer les bonnes personnes, à discuter, à développer aussi un langage qu'on ne maîtrise pas forcément. Et aujourd'hui, on arrive, surtout sur Nice, à commencer à dialoguer en fait, avec ces personnes-là. Et pour nous, c'est un gros plus, parce qu'il y a un an, on n'était pas du tout là. Jean-Philippe, c'est ça aussi que vous faites, vous les accompagnez, vous les aidez à s'armer finalement, à trouver le bon vocabulaire, les bonnes portes d'entrée? En fait, on fait tout ça au travers de beaucoup d'ateliers. Ils pourront en témoigner. On organise ce qu'on appelle des campus, littéralement. Là, pour ceux de la région PACA, c'est à Sophie Antipolis que ça se passe, en partenariat avec Schema, et dans lesquels on les fait travailler ensemble. On travaille beaucoup sur l'intelligence collective. On n'est pas leur donner des cours professoraux du tout. Donc on a plein d'experts, de spécialistes de l'univers de la création d'impact positif, mais aussi du développement de leurs soft skills dans ce qu'on appelle de leader positif, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils puissent avoir un équilibre très fort entre ce que leurs fondamentaux, leur confiance en eux-mêmes, qui doit être quand même énorme, parce qu'on se prend beaucoup de claques quand on est entrepreneur, avant de se relever, et derrière d'être capable d'aller chercher des parties prenantes très différentes pour ces projets. Et donc, on amène dans cet écosystème, à la fois sur notre plateforme Huggle, qui est une plateforme technologique, un écosystème qui est composé à la fois de grandes entreprises, de PME, qui vont les aider avec des experts, mais aussi d'associations, de fondations ou d'organisations de l'économie sociale et solidaire dont on parlait avec Jean-Marc. Parce qu'on croit énormément à ce mode hybride, c'est-à-dire qu'il ne faut pas isoler des entrepreneurs. D'ailleurs, on ne s'appelle pas un incubateur, on est vraiment un accompagnateur dans le sens où on veut rassembler tous ces acteurs qui peuvent contribuer à des solutions innovantes ensemble pour bosser ensemble et pas dire là c'est la philanthropie, là c'est l'ESS et là c'est l'État et là c'est les entreprises. Non, on les fait travailler ensemble.
pour que ces services soient vendus ensuite à des clients. C'est très clair, hein, c'est ça qu'ils ont envie tous les deux. C'est un mot qui a beaucoup été prononcé ce matin, celui de coopération. On est vraiment dans cet esprit-là. C'est vraiment ça qui infuse dans ces programmes. C'est ce que vous ressentez ? Franchement, oui. Au-delà des programmes qui sont de qualité, pour le coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est une trentaine d'entrepreneurs par promotion. Donc on se prend les bonnes pratiques, les choses à pas faire également, éviter des erreurs de parcours également. Le fait qu'on soit tous dans, entre guillemets, le même bateau entrepreneurial à impact nous permet aussi d'avancer et de prendre les bonnes pratiques et les choses qui se font autour de nous. S'il y a des entrepreneurs ici qui se lancent et qui sont à la recherche ou non d'une structure d'accompagnement, ce qui est super important surtout, c'est de ne pas être isolé et de s'entourer, puisque c'est comme ça qu'on avance beaucoup plus vite. Mathieu ? Je vais dire exactement la même réponse. Enfin, nous, c'est quelque chose qui était très important pour nous, c'est comment on arrive à se rapprocher d'autres personnes, d'autres acteurs qui sont dans le même secteur. Nous, à Nice, on est parfois un peu isolés aussi d'acteurs même de l'ESS ou de l'entrepreneuriat. Et en fait, Live for Good et d'autres programmes nous permettent en fait de retrouver des personnes qui sont dans la même mouvance, dans la même dynamique. Et c'est énormément inspirant parce qu'on voit des personnes qui réussissent, qui arrivent à monter leur projet, trouver les premiers clients, les premiers partenaires. Et ça donne juste envie de faire la même chose. Et ça permet de débloquer des freins psychologiques qu'on peut avoir quand on se lance, des problèmes de légitimité ou juste on n'ose pas vraiment. Et voir d'autres personnes qui osent et qui se lancent, ça donne encore juste envie de faire plus et d'aller dans la même direction, quoi. C'est trop bien. Ouais, cette notion de trait d'union, on la sent hein, avec des projets qui n'ont rien à voir finalement, mais où l'essentiel est là, c'est-à-dire l'envie de faire et les valeurs centrales qui vous animent. Oui, d'ailleurs, un mot commun, on va peut-être en inviter d'autres, c'est pas que je laisse gérer tout ça, mais on est bien ici, nous. Ils sont bien là. Ne vous en faites pas. Non, pardon. On a une valeur très forte parmi les 6 valeurs un petit peu du socle de Live for Good, c'est la valeur de la communauté. Et en fait, quand on embarque une promotion, c'est une communauté qui se crée. Et cette communauté, je peux vous dire, on a fait une grande journée de nos alumni il y a 2 mois, et on a retrouvé plein de jeunes qui étaient là ensemble il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans, et ils restent, mais alors, soudés d'une manière incroyable. Il y a des fois des merge and acquisition, je rigole parce que c'est des petites structures, mais qui vont ensemble se fédérer, créer, co-innover ensemble et créer de nouvelles structures. Et on a des modèles assez incroyables d'économie circulaire qui sont créés, de plusieurs entrepreneurs qui sont regroupés. Alors, je vais effectivement vous remercier et on va passer à vos camarades qui vous ont filmé. Hein, ils ont tout filmé. Mais vous allez voir, vous êtes les prochains sur la liste parce que je vais appeler Ahmed et Abdelak. Ahmed Abdelrahman qui vient de Villeurbanne et qui a créé Paco. Je crois qu'il n'est pas venu les mains vides d'ailleurs. Et Abdelak Boutrif qui est d'Antibes et qui est à la tête de... Allez-y, asseyez-vous, je vous en prie. Qui est à la tête de l'opération Hyperion, c'est ça, j'ai bien dit, qui est un accompagnement social et économique pour... vous m'avez dit pour les uniformes, c'est-à-dire aussi bien les gendarmes, les pompiers, etc., etc. On va en dire un peu plus dans un instant. Je vais commencer par vous, Ahmed. Moi, j'ai envie évidemment de savoir ce qu'il y a dans la boîte. Vous venez avec une boîte. Je suis curieuse, je suis journaliste. J'ai envie qu'on l'ouvre. Forcément. Mais en fait, le plus drôle, c'est que l'important, voilà, c'est ça. C'est que l'important, c'est pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la boîte. Nous, en fait, avec Paco, on s'est rendu compte au confinement qu'il y a beaucoup de gens qui commandaient sur Internet, que c'est devenu une norme, en fait, le e-commerce. Par contre, on ne voyait pas forcément l'impact qu'il y avait derrière. Que chaque colis arrivait et que chaque colis était jeté. Et au final, le carton qu'on a, la plupart du carton, en fait, il est incinéré, enfoui, et c'est pas parce qu'il est recyclable qu'il est recyclé. Alors que l'utilisation du colis, au final, elle est pareille. Et donc, on a voulu un peu révolutionner un peu cet objet qu'on a tous eu dans les mains pour le rendre un peu plus circulaire, responsable, etc. Alors, sauf qu'il y a une particularité, parce que moi, d'habitude, j'ai une boîte en carton. Là, on est sur de l'emballage réutilisable et vous vous êtes servi des bâches publicitaires, c'est ça ? Alors, ça, c'est une des pistes sur lesquelles on était parti au début, mais justement, le projet a complètement changé en fait, entre-temps. Ça a pivoté. C'est ça, exactement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte de 2 choses. D'une part, de la complexité du projet qu'on avait avant, et d'autre part, du besoin surtout qu'il y avait aujourd'hui pour les colis e-commerce. Parce que quand on reçoit un colis, 80% du temps, voire même plus, c'est dans un colis rigide et pas dans un colis souple.
Et donc, nous, on a voulu apporter ce côté réutilisable dans un colis rigide. Et c'est ce sur quoi on a travaillé justement avec Jean-Paul, mon associé, pour apporter une nouvelle conception. Alors, il aurait pu venir, mais je crois qu'il filme. C'est ça. Exactement. Et du coup, le principe, en fait, c'est que quand on reçoit la commande, on ne va plus jeter le colis, on va le plier. Donc, vous pouvez même l'essayer en live. Petite démo. Voilà. Vous l'ouvrez, vous récupérez vos articles. Et vous n'avez pas pris la plus douée pour faire ce genre de choses. Donc là, il est en mode colis. Alors, il me parle, Paco. Hello, moi c'est Paco. Renvoie-moi pour rendre les livraisons plus responsables. C'est simple et gratuit. Pousse les languettes vers l'intérieur pour m'aplatir. Okay. Donc ça, c'est déjà fait. Ok. Ferme-moi à l'aide de la bande scratch. Je devrais y arriver. Avec une main, c'est pas gagné. Et retire l'étiquette rouge et dépose-moi dans la boîte jaune la plus proche. C'est ça. Donc l'étiquette rouge là. Alors, elle n'y est pas. L'étiquette rouge, on l'a déjà enlevée pour la démo. Et en fait, c'est pour montrer. Je l'ai mal pliée. C'est pour montrer la deuxième étiquette blanche qu'on a juste ici. Hop, juste là. Donc ça, c'est un partenariat qu'on a avec La Poste et qui permet en fait de faire en sorte que le colis revienne directement chez le e-commerçant et qu'il puisse être réutilisé pour d'autres expéditions. Et donc un colis comme ça, au lieu d'avoir un colis traditionnel qui fait qu'une seule expédition, celui-là, il va en faire 30, 50, voire 100. Quand on a parlé de faire pivoter, justement, Jean-Philippe, ça fait partie des choses quand vous vous rendez compte que, par exemple, un projet ne part pas dans la bonne direction, vous pouvez les aider à se rediriger, justement. Je pense qu'ils le découvrent d'eux-mêmes en les exposant à la problématique de son premier produit, de son premier service à vendre. C'est-à-dire quand on a ce qu'on appelle le principe de réalité, c'est qu'à un moment donné, il faut se confronter au marché. Donc on va voir des clients et on se dit, tiens, tel type de matière, et il en a très bien parlé, mais finalement, ce n'est pas le cœur de l'e-commerce, parce qu'il faut quelque chose de flexible, de souple, réutilisable, donc il faut aller voir d'autres matériaux. Et c'est finalement la relation avec un premier client, des prospects, qu'on va essayer d'aider aussi. On facilite, parce qu'on a pas mal de partenaires entreprises autour de nous, pour tester ces concepts, ce qu'on appelle les fameux MVP, POC, voilà, de leurs produits ou services. Il y a plein de services aussi, ce n'est pas que des produits matériels. Et ça, c'est l'une des vertus de cette communauté. Et puis entre eux, ils se challenge aussi, parce qu'ils en parlent beaucoup des projets entre eux. C'est le pouvoir de la communauté. Et ils vont, chacun d'entre eux, venir avec d'autres idées, qui fait qu'au bout du parcours, c'est très différent que de la première idée. Ça veut dire que vous avez, par exemple, complètement écarté l'idée des bâches, ou vous allez vous en servir pour un autre projet qui viendra peut-être dans une deuxième phase. Je vous vois sourire. Alors, en fait, déjà, dans l'entrepreneuriat, c'est il y a beaucoup de tâches à faire. Donc, pour l'instant, nous, on est concentrés sur le colis rigide. Si on le développe, si on arrive à le mettre en place, etc., qui sait, peut-être que, justement, pour la suite, c'est possible. Et juste pour ajouter un petit truc aussi, la force aussi de Live for Good, c'est que justement les moments où on pivote, c'est des moments où on a beaucoup d'incertitudes, on se pose beaucoup de questions. Et justement, il y a la force de la communauté, dans le sens où on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà passés par là, ou qui ont peut-être des idées à nous apporter, ou des conseils. Et il y a aussi l'équipe qui était là, qui était disponible justement pour pouvoir poser des questions, pour nous mettre en contact avec des experts, etc. Et ça nous permet d'avoir accès à un réseau que si on est justement isolé, comme le disait Théophile ou Mathieu, on n'aurait pas accès à ce réseau-là. Alors, est-ce que vous partagez cette analyse, effectivement? Est-ce que ce réseau, il est important? Est-ce que cette communauté, cette entraide, on sent que vous êtes soudés entre vous, en tout cas, est-ce que c'est vraiment le plus de Live for Good pour vous aussi, Abdelhak? Alors oui, c'est le plus, d'autant plus avec la manière dont c'est géré avec l'esprit promo. Donc on a des promos au sud avec des temps. On a 3 promotions, 3 campus sur l'année. On va se voir, on va vivre ensemble. Généralement, c'est pas du 8, 12, 14, 18. On va vraiment discuter à l'apéro, le soir, au travail. On parle tout le temps d'entrepreneuriat. C'est important, ça permet de se... Et c'est absolument... L'apéro, ça fait d'air. Ça, il faut le savoir. On est tous d'accord. Et du coup, c'est temps d'échange, c'est des temps où on va se passer des tips, on va discuter de ce qu'on a fait, de ce que l'autre a fait. Et ça évite, de faire des erreurs, de se sentir seul, et on se rend compte qu'on n'est pas si paumé que ça, en fait. Tout le monde de l'entrepreneuriat, c'est une sacrée aventure, on la vit chacun à notre manière. Et le fait d'être tous ensemble, on se dit, OK, chacun a ses difficultés, chacun a ses forces, on arrive à se partager des moments et ça ne s'arrête même plus au niveau des campus. On se fait des visios, on s'appelle, il y a une solidarité qui s'enclenche et il y a même des personnes qui deviennent expertes sur des domaines, sur des financements, sur de l'intelligence collective comme la Cité Rêveuse, vers qui on va se tourner pour avoir des conseils. Et en fait,
on a 30 entrepreneurs avec qui co-construire. Et ça, c'est génial. Alors justement, comment est-ce que vous en êtes venu à concevoir ce projet d'opération Hyperion? Déjà, pourquoi ça s'appelle comme ça? Moi, j'ai envie de savoir. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, l'opération Hyperion, la genèse est que je suis militaire en activité et en 2017, un camarade en mission est blessé. Il y a un accompagnement qui est effectué par les services de l'État médical qui est très performant, aucune difficulté. Mais derrière, il faut un suivi pour lui redonner confiance en lui, le réinsérer dans le secteur professionnel. Et il n'y avait rien qui se faisait de ce côté-là. Donc avec une bande de copains, on s'est dit, on va monter une opération. C'est une terminologie très militaire. On a nommé l'association Hyperion parce que c'est un peu le dieu grec du soleil, de la bienveillance et de la protection. Et on s'est dit, on allait monter des stages pour des blessés de guerre pour accompagner ces personnels-là. À l'époque, il a fallu trouver de l'argent. Ce qui veut dire trouver un modèle économique, trouver une structure juridique. Et c'est comme ça qu'on a monté une association. Et c'est à partir de là, en fait, où l'objectif n'était pas du tout de devenir entrepreneur. Ce n'était pas quelque chose d'anticipé. Ça s'est fait par la force des choses. On a monté un stage, on a trouvé des financements, on a vu que ça marchait. On s'est dit, bon, bah, faut le déployer. Pour le déployer, il faut de l'argent. Pour faire de l'argent, comment on fait? On s'est dit, bon, on va identifier d'autres problématiques auprès de notre communauté. Il y a quelque chose qui existe énormément dans les entreprises d'aujourd'hui, c'est le comité d'entreprise. Donc avec des avantages et des offres, ce qui n'existe pas dans les métiers de la fonction publique et les métiers opérationnels. On s'est dit, bah, top, on monte un CE, une application, les gens ont accès à des réductions, ça augmente leur pouvoir d'achat. Nous, ça nous permet de récolter des adhésions associatives et de financer des programmes associatifs. Sauf que ça, sur le papier, c'est top. À appliquer, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et on s'est tourné vers des incubateurs, des accélérateurs. Pour être honnête, on a rejoint dans un premier temps les villages by Crédit Agricole, qui sont des accélérateurs. Oui. Mais des accélérateurs très bien, mais très business. Très peu d'impact social, on n'a pas énormément. C'est pas quelque chose qui a été traité, donc ça a permis de structurer. À un moment donné, on s'est dit ok, on n'est pas là pour faire du cash, juste pour faire du cash. Il faut qu'il y ait un impact derrière. Donc on avait besoin de trouver un accompagnateur pour nous aider justement à se structurer l'impact, à voir comment est-ce qu'on pouvait le créer. Et c'est là où le village Baïséa lui-même nous a parlé de Live for Good et on s'est tourné vers eux. C'est ce que vous appelez cette fameuse génération de leaders positifs, en fait. Ce petit supplément d'âme qui est nécessaire. Oui, je pense que c'est une tendance très forte que l'on voit dans les nouvelles générations et pas les nouvelles générations, c'est de se dire on n'entreprend pas simplement pour devenir riche et célèbre, comme on dit, rich and famous, mais on entreprend pour avoir d'abord une organisation durable, solide, ça c'est très important. Donc pour ça, il faut avoir un modèle économique où on a des clients, on peut avoir des bénéficiaires aussi. On a le droit de faire du profit, c'est pas un mot vulgaire, mais par contre, l'étoile du Nord que l'on conserve, c'est l'impact que l'on veut avoir sur le monde. Et cet impact, il est mesuré, il est décrypté, il est analysé selon le modèle de chacun. Donc avec Abdel, il y a de longues discussions sur c'est quoi finalement les sorties positives de ces personnes en uniforme qui sont réinsérées dans une autre activité professionnelle, en démarrant avec des modes de financement à trouver et en trouvant des modèles d'accompagnement, comme ils existaient d'ailleurs, je crois qu'il s'est un peu inspiré, on en a parlé ensemble, des Veterans aux États-Unis, qui est une très grande organisation de tous les personnels militaires aux États-Unis, qui est une organisation gigantesque et qui accompagne justement ces personnes dans l'après, des fois qui est un peu le traumatisme de l'après-activité militaire. C'est un exemple, voilà. Et tout ça, c'est effectivement les germes de ce qu'on appelle un leader positif. C'est quelqu'un qui connecte sa mission personnelle, ce que je disais tout à l'heure, et le pourquoi il est là, avec un impact dont il va être fier tous les jours de vivre aux côtés de ses équipes, aux côtés des personnes qu'il va aider ou des publics qu'il va adresser, quel que soit l'impact qu'il va essayer de toucher. Merci à tous les deux. On va continuer à faire monter vos petits camarades sur scène. Alors, je me tourne vers Eric, parce que je crois qu'il nous reste 2 personnes, c'est bien ça. Alors, du coup, on a Céline Albinet, qui est à Marseille et qui est à la tête de Clean My Calanque. Et normalement, alors, je devrais avoir le nom en face, mais ça n'est pas le bon. Donc, Valentine. Va se présenter. Je n'ai pas Valentine. C'est pas grave, elle va se présenter. Mais elle va se présenter, on va improviser. Ah, voilà. Bon. Ça n'est pas Camille, c'est Valentine, c'est l'autre, c'est ça. Voilà. Ils me font des blagues, vous voyez. Ils me font des pièges. C'est pas gentil. Non. Donc Valentine pour Imaginéon, c'est ça?
Tout à fait. Bon, Imaginéon. alors, vous voyez, vous venez bien de Bourgogne aussi? Non, moi, pas vraiment. j'arrive tout juste d'Aix-en-Provence. D'Aix-en-Provence. Bon, c'est un peu moins haut que la Bourgogne. C'est ça. Et vous travaillez sur la consommation alternative de vêtements neufs créés en revalorisant des tissus de seconde main. Tout à fait. Alors, on parlait d'impact tout à l'heure. Avec mon associé, on a créé Imaginéon au départ parce qu'on voulait agir concrètement contre le gaspillage et puis on voulait aussi valoriser les matières textiles de seconde main qui avaient pour nous énormément de potentiel et qui sont aussi pour nous de véritables sources d'inspiration. Donc au départ, on a créé la marque Imaginéon que je porte aujourd'hui et qui nous permettait donc d'élaborer des techniques de revalorisation de textiles. Et puis on s'est rendu compte, en fait, à force de s'approvisionner auprès de centres textiles, qu'il y avait tellement de matières textiles disponibles que si vraiment on voulait avoir un impact concret, notre petite marque finalement ne suffirait pas. Et c'est pour ça qu'on a créé... Finalement, Imaginéon a évolué, on conserve notre marque, mais on a aussi créé tout récemment un service d'approvisionnement en tissus de seconde main. Et l'idée, c'est donc de se positionner entre les centres de tri textile et les entreprises et les créateurs qui pourraient avoir besoin de ces matières afin de redistribuer ces matières et donc réduire un maximum le gaspillage textile. Vous vous êtes aperçu finalement qu'il manquait un maillon à la chaîne, en clair, entre vous qui essayez de créer vos vêtements et puis l'endroit où vous alliez les sourcer. Oui, et puis l'étendue aussi des déchets textiles. Comment est-ce que ça vous est venu, cette idée? Vous aviez envie de travailler dans le milieu de la mode, mais de manière plus vertueuse. Qu'est-ce qui vous a motivé au départ sur la création d'Imaginéon? En fait, le tout début, vraiment, pourquoi on en est arrivé là et même pourquoi on s'est rencontré avec Camille, mon associé, c'est vraiment l'envie d'agir contre le gaspillage, clairement. Et au départ, on n'était pas forcément intéressé spécifiquement par les déchets textiles. Tous les déchets nous inspiraient et on y voyait du potentiel dans chaque déchet. Et puis, il y a 2 ans, on a décidé de se spécialiser vraiment dans le textile. Oui, c'est un des domaines où, effectivement, il y a le plus de difficultés à recycler. Hein. C'est un des plus gros... L'industrie textile est considérée comme un des plus gros pollueurs. Un des plus pollueurs, effectivement. Et puis, quelque part, si on voulait agir, il fallait choisir. Et voilà, le textile nous inspirait et en plus il venait toucher, il venait répondre à la problématique de la mode qui est très polluante, on le sait. Donc on vient, en plus de réduire les déchets textiles, créer une alternative à la mode actuelle. Comment est-ce que vous les aidez justement dans ce genre de cas quand finalement il y a presque trop de choix? Comment est-ce qu'on peut les aiguiller et comment est-ce qu'ils s'aident entre eux? Au sein du programme. Oui, alors d'abord, il y a beaucoup dans notre communauté de modèles d'économie circulaire. Hein. Ce qu'elle décrit, c'est un modèle d'économie circulaire qui peut être même encouragé, ce qui est le cas dans le textile. Comme vous le savez, il y a une réglementation en France et l'Union européenne qui oblige les industriels du textile et de la mode à prendre en charge leurs déchets, puisque jusqu'ici, c'est en gros 40-45% de la production qui est quand même détruite. Hein. C'est à peu près ça le chiffre, hein, il faut savoir, de cette industrie. Donc c'est gigantesque. Et donc ça veut dire qu'il s'est créé de ce fait... maintenant, dans le cœur de ces grandes entreprises de marque, des grandes marques aussi qu'on connaît, je ne vais pas les citer, une nécessité à trouver des sorties et des filières responsables pour leur empreinte carbone. Ça fait partie de la fameuse, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Marc, voilà, quand on parle de l'empreinte carbone et qu'on annonce des grands chiffres pour son futur en 2025-2050, ça veut dire qu'il faut passer par là, il faut aller dans sa supply chain, si on a une grande marque de mode, et de se dire, tiens, dans ma fabrication, et après, tiens, dans mes déchets, comment je fais? Et comment je m'informe pour tracer tout mon circuit? D'où des projets comme celui-ci. Et donc, effectivement, il y a aussi beaucoup de co-construction de ce qu'on appelle la co-innovation chez les For Good, parce qu'on a plein d'entrepreneurs
pas simplement autour du textile, de la mode, mais qui sont en train de créer des nouveaux modèles d'économie circulaire. Et donc, quelque part, ça peut leur permettre de les inspirer. À la fin, elles choisissent leur modèle à elles, bien sûr, mais on a quand même quelques canevas sur lesquels on peut avoir des points de référence. Alors, on a commencé par Marseille, on termine par Marseille, on revient là où tout commence finalement, puisque nous partons avec vous nettoyer les calanques. Céline, Clean My Calanque, c'est une association qui milite pour la préservation de l'environnement et qui sensibilise l'ensemble de la population aux enjeux environnementaux. On essaye. Il y a énormément d'associations qui sont en train d'émerger sur cette thématique-là. Comment est-ce qu'on fait la différence et pourquoi est-ce qu'on se dit, bah, tiens, moi aussi, je vais apporter ma pierre à l'édifice? Nous, le projet, il a démarré un petit peu comme Abdel expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on était une bande de potes, on s'est rendu compte de la saleté de la ville de Marseille, on avait zéro connaissance en écologie, zéro connaissance dans le tissu associatif qui existait déjà à Marseille sur cette thématique-là. On s'est juste dit, bon, bah, c'est sale, donc c'est que si un tissu associatif, il est malheureusement pas encore assez performant. Mais la vérité, c'est qu'on s'est pas du tout posé la question. On s'est juste dit, nous, on fait des randonnées avec nos potes tout l'été. On va faire exactement la même chose, mais au lieu d'y aller les mains vides, on va y aller avec un sac plastique, des gants, et on va ramasser ce qu'on trouve sur notre chemin. Comme ça, on profite des calanques et on fait notre petite bonne action de la journée. Et on a commencé à en parler à plein de potes autour de nous, donc, qui ont commencé à venir avec nous. Et on est passé de 7 à 10 à 15 à 20. Au bout d'un moment, on avait un peu fait le tour de tous nos potes. Et on a un ami qu'on a rencontré à l'époque qui était vidéaste qui nous a dit « Mais votre projet, il est cool, il faut qu'il y ait plus de visibilité. On va faire un clip parodique de rap pour essayer de faire parler de l'écologie avec des termes qui parlent aux jeunes d'aujourd'hui, qui ne soient pas culpabilisants. » Parce que le gros problème de l'écologie, contrairement à d'autres thématiques peut-être, c'est que ça vient toucher directement à l'être humain, à lui, sa manière de consommer. Les gens sont très susceptibles, malheureusement, quand on leur parle d'écologie. Ce que j'aime bien dire toujours, c'est que personne ne va jamais te critiquer si tu dis que tu défends les personnes qui meurent de faim en Afrique. Quand tu parles d'écologie, que tu vas toucher vraiment à la consommation des gens, comment ils voyagent, comment ils mangent, comment ils s'habillent, tout de suite, tu touches à eux, leurs attitudes, et ils n'aiment pas ça. Et donc nous, on s'est dit, il faut qu'on soit déculpabilisant, qu'on parle avec un ton qui soit fun, et que en fait, les gens passent un bon moment en venant avec nous. Donc on a fait une première parodie d'un clip de rap de PNL qui a très bien marché localement à l'époque, qui a été relayé par la presse locale et par certains médias sur les réseaux sociaux. Et ça nous a permis, à notre prochain ramassage qu'on a fait juste après ça, de plus être 15 potes, mais d'être 50 personnes qu'on ne connaissait absolument pas. Donc il y a un moment où il faut se structurer. C'est ça. Et donc, parmi les personnes qui étaient là, qu'on ne connaissait pas cette dépollution, il y avait des professeurs d'école qui nous ont dit « Mais il faut que vous veniez parler de ce que vous faites et de votre projet dans les classes ». Donc on a commencé à faire des sensibilisations dans les écoles. Et en fait, petit à petit, comme ça, toujours bénévolement, on a toujours été bénévole, ça fait 5 ans qu'on existe. C'est la première année qu'on commence à se payer un petit peu. Et on faisait ça bénévolement, les week-ends, sur notre temps libre. Eric, qui est le président cofondateur de l'association, mon meilleur ami, lui, il était en études de STAPS pour être coach sportif. Du coup, il avait quand même assez de temps libre, donc il prenait sur son temps libre gratuitement pour faire des sensis dans les écoles auprès des jeunes. Et en fait, voilà, petit à petit, ça s'est développé. On a été contactés par des entreprises qui nous ont demandé de venir faire la même chose qu'avec les écoles, mais avec leurs employés, leurs collaborateurs. Et aussi, faire des dépollutions, format team building, qu'avec leurs employés et pas seulement avec le grand public, ce qu'on faisait déjà une fois par mois, tous les dimanches. Comment on passe de la bande de potes à l'association qui grossit et à une structure qui rencontre Live4Good? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça match? On est toujours une bande de potes. Oui. Eric, du coup, est à temps plein. Moi, je suis quasiment à temps plein. Une autre fille qui est à temps partiel avec nous, elle faisait partie des potes du départ. Donc, on a gardé ce maillon. Et justement, là, on essaie de sortir un peu de ça et de recruter de nouvelles personnes. C'est assez compliqué, mais on est en train, là, de recruter des alternants. Après, Live4Good, ça a été un peu particulier pour moi parce que j'ai un parcours particulier. J'ai d'abord été stagiaire chez Live4Good parce qu'en fait, pendant mes études de communication, je me suis rendu compte que ça me plaisait absolument pas de travailler pour une entreprise d'un secteur classique, on va dire. Et je me suis dit, ok, j'ai besoin de ce que je fais pour Clean My Calanque qui me passionne, j'ai besoin de le faire pour une entreprise, une asso, peu importe. Et donc, j'ai trouvé Live4Good, j'ai fait mon stage, mon alternance, et j'ai été en CDI pendant 1 an chez eux. Et ils m'ont gentiment laissé partir pour que je puisse me mettre à temps plein sur mon projet. Donc pour moi, le parcours, il a été un peu particulier, mais c'est vraiment né d'une volonté de ma part d'utiliser mes compétences et mes études pour travailler pour quelque chose qui avait du sens à mes yeux,
et pas qui étaient... Enfin, je critique absolument pas les personnes qui ne travaillent pas dans l'économie sociale et solidaire. Il faut de tout et il y a des passions qui sont indépendantes de tout ça. Mais je sais que moi, j'avais besoin de ça et je l'ai trouvé en travaillant chez Live4Good et je continue de le trouver en bossant maintenant sur mon projet personnel. C'est intéressant ce que raconte Céline, parce que ça montre aussi effectivement cette capacité à faire émerger les pépites, hein, y compris quand elles sont dans sa propre équipe. Une relation très particulière avec Céline, comme elle a expliqué, parce que voilà, elle a démarré avec nous donc il y a quelques petites années. C'était notre stagiaire communication et elle a été incroyable. Elle s'est emparée de notre sujet, une petite association qui était en train de grandir. Elle était passionnée. Elle nous parlait un peu de son projet. On a vu un petit peu ces vidéos virales qu'elle a réalisées. On trouvait ça déjà super. Et puis voilà. Puis au bout d'un moment, elle est passée de l'autre côté de la barrière, comme on dit, comme elle aidait ces jeunes sans arrêt sur nos campus. Pas du côté obscur, on est d'accord. Non, c'est que du côté bon, positif de la force toujours. Et donc elle est passée et avec son associé, elle est au cœur du programme maintenant pour structurer, pour avoir un modèle économique qui permette à Mike Calanque de grandir, quoi, d'avoir un impact qui aille au sein des entreprises, au sein des collectivités et pas simplement, et aussi le grand public. Voilà, je pense que c'est un bel exemple. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est pas la première. On a 3 anciens alternants ou stagiaires qui ont créé leur entreprise sociale en nous quittant. Donc on est heureux, des fois on est triste de les voir partir, mais on est heureux quand ils ont cette sortie vers une entreprise à impact derrière. Ouais. Ça vous a aidé à accélérer ? Ouais, vachement. En fait, moi, quand j'ai débarqué dans l'ESS, je n'y connaissais absolument rien. Il n'y avait pas tout ce qui existe maintenant Enactus, etc. Moi, quand j'étais au lycée, je n'avais pas conscience de ça. Enfin, à Marseille, je ne sais pas si ça existait. Du coup, le monde de l'entrepreneuriat... Vous aviez déjà ça en vous, vous aviez ces valeurs. C'est une passion. Après, je pense que la passion développe beaucoup de choses et permet de développer beaucoup de choses. Mais quand j'ai débarqué du coup, chez Live4Good, je ne connaissais absolument pas cet univers-là. Et c'est clair que du coup, j'ai vécu 3 promotions de 50 jeunes sur 3 ans. Voir autant de jeunes qui se lancent, qui lancent leurs projets, qui réussissent, voir où ils échouent aussi pour apprendre de leurs erreurs. C'était hyper intéressant et c'est clair que je me dis des fois il y a une espèce de bonne étoile au-dessus de ma tête, mais mon parcours il a été parfait. J'ai rejoint Live4Good quand j'avais 0 notion d'entrepreneuriat et quand je ne connaissais rien à ce monde-là. J'ai pendant 3 ans pu observer tout ça et développer moi-même mon leadership positif pour après me lancer dans ce que je fais aujourd'hui. Et si j'avais pas eu Live4Good, très honnêtement, c'est pas pour saucer à blanc comme ça, mais je sais pas si j'aurais eu la même construction. Et si j'aurais pu être aussi efficace en fait dans le lancement du projet, en tout cas. Alors, je vais demander à vos petits camarades de bien vouloir nous rejoindre sur scène, comme ça on sera au complet, si vous le pouvez, pour la photo de famille, si ça ne vous dérange pas. Bien sûr. Et ça va me donner l'occasion de vous poser 2 dernières questions avant de libérer la salle, ou peut-être de leur demander s'ils ont des questions à vous poser. Je crois qu'il y avait une promo, Jean-Philippe, en 2020. L'objectif 2023, c'est 5 promos, c'est ça ? Oui, l'idée, c'est d'avoir 5 promotions aux 5 coins de la France, j'allais dire, de 5 fois 50 jeunes, pour accélérer cette innovation positive, quoi, et d'avoir une communauté encore plus large, et avec des rôles modèles qui émergent, que vous avez découverts voilà, sur ce plateau. Là, c'est la dernière cuvée, entre guillemets, dernière couvée ou cuvée. Mais il y en a plein d'autres. Couvée, ça marche aussi. Et on espère que ça fera grandir, dont la région PACA, évidemment. Moi, j'ai grandi du côté de Nice, donc je suis attaché à ce que la région au sens large, Marseille compris bien sûr, permette à plein d'entrepreneurs de développer leurs projets. Et vous avez aussi l'ambition justement de régionaliser vraiment les programmes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut davantage les faire du sur-mesure ? Alors, le sur-mesure, en fait, on a un programme assez structuré, mais par contre, ce qui est localement très important, c'est l'ancrage dans l'écosystème régional. Dans toute région de France, quelle qu'elle soit, avec des particularités, il y a des entreprises, des grands groupes, il y a des grandes PME, des ETI, il y a des chambres régionales d'économie sociale et solidaire, CRES, avec lesquelles on a ce partenariat que je tiens à saluer, parce qu'ils nous ont gentiment invités, donc merci à eux de nous avoir fait participer. Et c'est cet écosystème dont Jean-Marc Boré faisait la référence qui va aider chacune d'entre elles à trouver un premier niveau d'écoute de leur projet, de leur service, et de commencer à décoller. Donc oui, on a d'autres idées un peu aux 4 coins de la France, et peut-être au-delà de la France, pourquoi pas aussi, pour faire éclore toute cette génération de leaders positifs pour le bien commun. Oui, voilà. Leader positif, c'est effectivement le terme approprié. On en avait quelques beaux exemples aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup d'être venu ici au Palais du Pharo. Merci Jean-Philippe.
Avant de nous quitter, peut-être, est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Est-ce que dans la salle, quelqu'un veut intervenir? Je pose la question à chaque fois parce qu'on est là aussi pour interagir. Une fois, 2 fois, 3 fois? Non? Très bien. Alors, je vous libère et je vous dis à tout à l'heure. Ah, on a une main qui s'est levée. Bon. Je fais courir la dame depuis tout à l'heure. Ce soir, je pense qu'elle aura mal aux jambes à cause de moi. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui, je m'occupe aussi d'un programme pour aider des femmes à entreprendre dans le domaine à impact. Programme qui s'appelle Workshop Sister. D'ailleurs, je suis très contente de voir qu'il y avait quand même 2 femmes dans les entrepreneurs. J'avais juste envie de vous demander qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre comme message à des plus jeunes qui veulent se lancer dans le même type d'entrepreneuriat, dans leur parcours. Qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre? Alors, qui a envie de répondre? On peut être plusieurs peut-être à répondre. Je ne sais pas si vous avez des... Allez, merci. C'est hyper bateau. C'est des discours qu'on entend beaucoup quand on s'intéresse un petit peu de près ou de loin à tout ce qui est entrepreneuriat. Mais ce serait même à petite échelle, se lancer. En fait, il y a un gros problème aujourd'hui, je trouve, et je le vois dès que je parle avec des personnes qui nous parlent de, par exemple, je prends mon cas particulier de Clean Macalanque, c'est ce que vous faites, c'est ouf, comment vous faites, et ils pensent que du jour au lendemain, on a fait 50 dépollutions en retirant 50 tonnes de déchets des calanques, et c'est faux, et je me sers à chaque fois de notre parcours personnel, qui est que nous, à la base, c'était vraiment un truc entre potes, ça n'avait absolument pas vocation à devenir ni une association, ni une entreprise, à générer des bénéfices, ou à même avoir un impact qui soit plus grand que ma petite calanque et mes 2 petits sacs de déchets tout mignons. C'était vraiment quelque chose qu'on a fait à la base parce que ça nous faisait plaisir de le faire et qu'on a eu envie de le faire pour nous. Et après, par passion et par temps dédié au projet, ça s'est développé en quelque chose qu'aujourd'hui les gens regardent avec un peu d'admiration. Mais il y a eu beaucoup de boulot pour en arriver là. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et c'est juste, voilà, si quelque chose vous passionne, foncez, investissez-vous dedans, quelle que soit la cause, quel que soit le sujet. Et vous allez forcément sur votre parcours trouver des personnes qui seront passionnées comme vous par ces mêmes thématiques, qui vont vous permettre de co-créer des choses ensemble. Et puis au pire, même si vous êtes tout seul pendant un certain temps, juste faites ce qui vous passionne. Parce que le soir, quand vous allez vous coucher, ce qui vous permet en tout cas personnellement, bien dormir, c'est de savoir que moi, j'ai fait ce qui me passionne de ma journée. Et bonus, il y a des gens qui sont passionnés par les mêmes choses que moi. Mais voilà, juste se lancer, et sur le chemin, il y aura des personnes passionnées qui vous rejoindront, c'est obligé. Oui, l'envie, c'est toujours le premier et le meilleur des moteurs. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre? Moi, je conseillerais de s'entourer et de s'associer, parce qu'ensemble, on est plus fort, tout simplement. C'est bien vrai. Moi, le meilleur conseil qu'on m'ait donné sur le chemin, c'est vraiment lancer son produit. Il faut lancer son produit avant d'en être fier. Ça, c'est très important. La peur du regard de l'autre, la peur d'être un imposteur, la peur de plein de choses. On l'a tous, la peur de monter sur scène, par exemple. Ça y est, c'est fait. Voilà, exactement. Mais vraiment, il faut confronter, montrer les choses et vraiment lancer son produit avant d'en être fier. Comme ça, on va avoir plein de retours et on va pouvoir s'ajuster et continuer à s'ajuster pour arriver au produit qui est top et qui correspond à la demande, quoi. Allez-y, je vous laisse gérer les micros. Moi, c'est dans la même vague, un peu ce qu'on a appris cette année, c'est d'oser, et d'oser se confronter à la vraie vie, oser prendre des murs. Et parfois, en fait, on pensait que c'était quelque chose qui n'avait pas marché, ou ça allait être un frein, mais au final, on va vachement être accueilli, même on va avoir énormément de retours, et parfois ça va marcher, on va avoir peut-être un contrat, un premier client. Enfin, c'est comme ça que c'est passé pour nous. On a dit pourquoi pas, et ça s'est fait pour Live for Good, pour d'autres programmes, ou pour même nos premiers clients. On a dit on va faire ce rendez-vous, on va voir ce que ça donne, et coup de bol, ça a marché. Et les gens, ils étaient très contents et satisfaits de la prestation qu'on a pu avoir, des échanges. Et petit à petit, nous, c'est vraiment cette dynamique de allez, on essaye, on voit ce que ça donne, et au pire, ça marche pas, c'est pas très grave, quoi. Allez, un dernier conseil. Un dernier conseil, alors ils ont presque tout dit, donc j'essaye de chercher autre chose. C'est dur, agilité. Je dirais, par rapport à la communauté, je pense qu'il y a aussi quelque chose, il y a le côté s'entourer, etc., mais il y a le côté aussi donner avant de recevoir, dans le sens où il faut être prêt à aider pour aussi, au moment où on en a besoin, recevoir de l'aide. Donc ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je l'ai senti, donc c'est pour ça que je conseillerais ça pour commencer, pour se lancer. Je crois qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup. Oui, je pense qu'on va faire. On a droit à une photo, oui. On a bien travaillé. En attendant la photo, peut-être, je lance un petit appel. J'en profite, j'ai le micro. Allez-y, vous avez le micro, vous avez la scène. Voilà, exactement. La salle est à vous. Avec Jean-Paul, en fait, comme je vous parlais du projet PACO,
On essaye de révolutionner un peu le côté, enfin le e-commerce et de le rendre un peu plus responsable, de le rendre plus éthique et qu'il corresponde plus à nos valeurs. Donc on est là toute l'après-midi. Si vous connaissez des e-commerçants, si vous êtes vous-même e-commerçant et ou alors que vous voulez en fait trouver Paco dans votre site préféré, n'hésitez pas à nous contacter, à nous donner des petits contacts. Merci beaucoup. Bravo.